à tous, bienvenue sur la Web TV Canal Delta 7. Aujourd'hui, je suis en présence de Jean-François Dufresne. Bonjour Jean-François. Bonjour Tatiana. Vous êtes président de l'association Vivre et Travailler Autrement. Oui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Ben voilà, je suis président de l'association Vivre et Travailler Autrement. Je suis papa d'un enfant autiste sévère, non-verbal, qui a maintenant 30 ans, et oui, déjà. Et donc j'ai créé un dispositif pour que mon fils puisse avoir du boulot et puisse progresser dans la vie et progresser dans son autonomie. Et comme c'était bien pour mon fils, j'ai pensé que forcément ça allait s'appliquer à d'autres. Et donc, on a monté ce dispositif il y a maintenant 7 ans. On a démarré il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on est en train de le diffuser plus largement. Très bien. Donc ce dispositif, alors de ce que l'on peut lire et entendre et comprendre, globalement, donc il y a une partie où les personnes donc autistes, même sévères, travaillent, et une partie finalement où elles sont accompagnées dans des lieux de vie pour des activités diverses et variées. Si vous pouvez nous l'expliquer un petit peu, voilà comment ça se passe. Absolument. Donc l'idée est très simple, c'est que effectivement. Il ne suffit pas de savoir et d'être compétent pour travailler, il faut être compétent pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne. À quoi ça sert d'apprendre à un autiste de travailler s'il n'est pas capable de se faire à manger, s'il n'est pas capable d'arriver propre, s'il n'est pas capable d'aller se faire des courses, de laver son linge, etc., etc. Or, il se trouve que les autistes sévères qui viennent chez nous, globalement, ne savent pas faire ces gestes élémentaires de la vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme d'habitude, quand on a un enfant qui a des gros problèmes, on le surprotège et on fait tout pour lui. Or, l'idée, c'est justement, désormais, de ne plus jamais rien faire à leur place. De tout leur apprendre à faire. Et non pas de faire à leur place, ce qui est malheureusement trop le cas dans toutes les institutions où on fait beaucoup à leur place et du coup ils n'apprennent pas. Et puis donc l'idée c'est que nous sommes une école de l'autonomie. D'ailleurs notre dispositif d'origine a été isolé du reste de notre activité et on a appelé ce dispositif d'origine « Apprendre l'autonomie autrement ». D'accord. Et donc, dans cet apprentissage, on embrasse finalement tous les volets de la vie quotidienne. Exactement. Et le travail est une dimension essentielle, car il est à peu près démontré maintenant que le travail est une thérapie. Donc, surtout aujourd'hui. Voilà, le travail est une thérapie. Donc, effectivement, on fait en sorte qu'ils puissent travailler le matin et l'après-midi, ils sont tous salariés en milieu ordinaire, comme tout autre salarié. Ils sont salariés en CDI, avec un salaire équivalent à celui qu'aurait une personne neurotypique, donc non autiste, et étant salariés normaux, eh bien, ils ont une vie la plus normale possible. Alors évidemment, comme c'est des autistes sévères, il faut les accompagner. Ça nécessite une équipe d'accompagnement qui est la même et qui doit être la même au travail et dans la vie. Et donc, ce travail d'accompagnement est fait donc, par des équipes spécialisées dans l'autisme. Et donc, ils sont pris en charge 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et pourquoi 5 jours sur 7 ? Parce que le rôle des familles est très important. Pour vous, le rôle de la famille est très important, pour moi aussi. Et donc, pour eux aussi. Parce qu'ils sont comme nous, au fond. Et donc, quand ils ont un vide de famille, évidemment, ils se sentent beaucoup plus isolés, esseulés, etc. Et ils ne progressent pas. Donc, au résultat, on se retrouve avec un dispositif qui, aujourd'hui, les fait progresser de façon extrêmement importante.
C'est pas nous qui le disons, hein, c'est l'ensemble des professionnels de l'autisme qui... moi, je suis pas un professionnel de l'autisme, peut-être un professionnel de mon fils, mais pas un professionnel de l'autisme. Et donc, il progresse de façon très très significative. Pardon. Et ils sont heureux, à l'évidence. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de travailler. Ils se sentent utiles, ils se sentent valorisés. Ils sont au milieu de toutes les personnes. Ils mangent à la cantine avec les autres travailleurs de l'usine. Ils travaillent avec eux. Ils ont des interactions avec eux. Même si ces interactions ne sont pas les interactions de la machine à café ou du verre de bière après le boulot, c'est des vraies interactions. Et donc, on arrive aujourd'hui à avoir des personnes qui sont très intégrées dans la vie de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, ils sont également très intégrés dans la vie du village dans lequel ils habitent, qui est une petite ville, à vrai dire, mais les commerçants les connaissent, puisqu'ils y vont, puisqu'ils font leurs courses, toujours accompagnés, mais ils font eux-mêmes. C'est-à-dire que, grosso modo, la seule instruction donnée aux équipes d'accompagnement, c'est si je te vois faire à leur place, je te vire. Au moins des choses simples que tout le monde peut comprendre. Sinon, tout le monde peut faire des erreurs, etc. La seule erreur qu'il ne faut pas faire, c'est faire à leur place. Parce que si on fait à leur place, on n'apprend pas. Si on ne leur apprend pas à faire, or, ils ne savent pas. Donc, il faut leur apprendre. Et ils ont une capacité d'apprentissage qui est un peu particulière, qui nécessite éventuellement des assistances de type image, etc. Mais ils sont tout à fait capables de faire. Alors, dans leur boulot à l'usine, ils sont remarquablement productifs. Ils sont parfois même, j'allais dire même pas parfois, souvent même, plus productifs que les travailleurs ordinaires qui remplacent. On a mesuré ces productivités. Donc, ils ne lèvent pas le nez de leur boulot. Et ils n'ont jamais l'esprit qui part en dehors de leur boulot, tellement ils sont concentrés. Car les autistes, quand ils commencent à faire quelque chose, le font à fond. Ils détestent l'erreur, ils sont toujours ponctuels, ils détestent ne pas aller à l'usine. Enfin, plein de trucs qui plaisent bien aux entreprises en général. Donc, alors, on m'a volontiers traité d'exploiteur. Je le revendique. Je le revendique, car exploiter des autistes, c'est leur donner la chance de vivre comme nous. Car nous sommes tous exploités, après tout. Nous avons tous des patrons, nous avons tous... Et puis, à tous les niveaux, ça existe. Donc, dire que l'on exploite les malheureux autistes, non. On leur donne du bonheur, ce qui est un peu différent, en les faisant travailler et en les intégrant dans notre vie. Et justement, en les intégrant, concrètement, s'il y a quelques exemples qu'on pourrait donner, qu'est-ce qui a été mis en place dans l'usine pour faire en sorte que le travail soit possible? Parce que nécessairement, on parle d'image, on parle de repères. Alors, c'est comment est-ce que les choses se sont passées? Clairement, c'est l'accompagnement qui fait le boulot. Plus que des adaptations des postes de travail. Un autiste, il a besoin qu'on lui séquence les tâches. Si on séquence les tâches, il comprend. Si on ne séquence pas, il ne comprend pas. Et en particulier, si on lui donne une instruction par oral un peu trop globale, alors là, il ne comprend rien. Mais ce n'est pas le seul. Les autres travailleurs ne comprennent pas non plus. Mais depuis qu'on applique les méthodes que l'on emploie pour les autistes aux autres travailleurs, quand on s'est aperçu que c'était extrêmement efficace, ils comprennent leurs tâches beaucoup plus vite. L'exemple classique que je prends, je pense que le guide de montage du meuble Ikea a été fait pour des autistes. Donc, pourquoi? Parce que le montage est totalement séquencé. Vous commencez par prendre la planche qui ressemble à ça, avec la vis qui ressemble à ça, vous le mettez dans le trou qui ressemble à ça. Et c'est exactement ça vous donnez un guide de montage de meubles Ikea à un autiste, il va le faire mieux que quiconque. Donc, le problème que nous avons eu, on s'est aperçu qu'il suffisait finalement de faire ça pour que les autistes intègrent totalement le boulot. Puis une fois qu'ils savent faire, évidemment, ils savent faire.
ils le reproduisent à l'infini. Parfaitement. Et justement, ça c'est un des caractères aussi qu'on dit souvent liés à l'autisme. Je sais pas le mot, mais le fait de reproduire systématiquement la routine. Voilà, la routine des missions, c'est quelque chose qui plaît énormément. Alors, on peut croire que c'est au contraire un petit peu rébarbatif. A priori, ça ne l'est pas pour les personnes avec autisme. Alors, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. La routine, au contraire, fait partie des choses qui les apaisent, puisque ce qui ne les apaise pas et ce qui crée le stress chez eux, c'est le changement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de changements. Mais la routine ou les travaux répétitifs sont des choses dans lesquelles ils excellent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lèvent jamais le nez de leur boulot, ils sont perfectionnistes, ils détestent l'erreur. Un autiste, ça déteste faire des bêtises. Et ça les stresse complètement. Donc ils n'en font pas. Donc ça a un autre avantage par rapport aux entreprises, c'est qu'il y a très peu de fautes d'inattention. Parce qu'ils sont tellement tendus vers ce qu'ils font que l'inattention est très faible. Donc les accidents du travail sont très faibles. Autrement dit, quand vous êtes totalement concentré sur ce que vous faites et ils respectent les consignes de façon totale, donc on lui dit, il ne faut pas mettre la main là parce que ça peut être dangereux. Il ne le mettra jamais. Alors qu'un neurotypique, au bout, s'il fait un travail répétitif, au bout d'une heure, mais même souvent avant, il va penser à autre chose. Il va penser à sa fiancée, il va penser, je sais pas, à ses enfants, à sa vieille maman qui est malade, etc. Il va plus faire attention à ce qu'il fait. Et c'est là qu'arrivent les accidents du travail. Et tout le monde le sait dans les usines, que c'est des choses comme ça qui se font. Donc, les autistes, eux, sont très très peu, ils n'ont pas le cerveau qui part ailleurs. Donc ils ont le cerveau totalement sur leurs tâches. Et en plus, les tâches répétitives, effectivement. Mais je ne voudrais pas qu'on croie qu'ils ne font que des tâches répétitives. Car ils sont capables de faire des tâches non répétitives aussi. En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils avaient des compétences formidables. Y compris Moi, vous savez, quand mon fils est arrivé à l'âge de travailler, évidemment, j'ai été voir les autorités, comme on dit, qui m'ont dit, monsieur, regardez les choses en face. Votre fils ne fera jamais rien. Vous croyez qu'il est capable de faire quelque chose, mais il ne fera jamais rien. Il faut le mettre dans un foyer où il passera le reste de ses jours. Alors, je suis allé voir les foyers, j'ai dit non, il va pas aller là. Il ne va pas aller là parce que je n'ai pas le droit de lui faire ça. Il faut lui donner sa chance. Et donc, lui donner sa chance, c'est quoi ? C'est lui donner l'occasion d'exprimer ses qualités. Et il ne demande que ça. Et donc de créer l'environnement finalement propice à cette expression. Et donc, il faut créer l'environnement propice à ce que lui puisse exprimer ses qualités. Si lui, il peut le faire, pourquoi tous ses copains autistes, peu comme lui, ne pourraient pas ? Et on s'aperçoit que ça marche très bien, enfin tellement bien que c'est pour ça qu'on parle de notre dispositif un peu partout. Tout à fait. Et sur le volet coaching, alors, c'est-à-dire, donc là il y a la partie aménagement, un petit peu voilà, de l'espace de travail et des missions qui doivent être séquencées. Et sur le coaching, quel est le rôle de la personne et combien de personnes elle encadre en même temps ? Nous, on n'est pas à proprement parler du coaching. On est sur des accompagnateurs. Des accompagnateurs comme il y en a dans les foyers d'accueil médicalisés, etc. D'ailleurs, ils viennent tous de cet univers-là, c'est l'univers médico-social. D'accord. Nous sommes à SAMSA, donc on est en plein dans l'univers médico-social, et par contre, on fait un petit peu différemment de ce que font classiquement les institutions médico-sociales, qui tout essayent de bien faire, d'ailleurs, je ne sais pas du tout une critique, mais c'est vrai que les habitudes prises ne sont pas des habitudes où on a tendance à apprendre aux jeunes autistes la vie. Au contraire, on les encadre pour qu'ils passent leur existence et qu'on essaye de les occuper. Nous, on n'essaye pas de les occuper, on fait tout comme dans la vie ordinaire. Et on leur apprend à faire tout comme dans la vie ordinaire. Donc, à aller chercher, désigner ce qu'ils veulent chez le marchand, quand ils vont acheter de la nourriture, etc. Ils vont peut-être pas comprendre que quand on quitte un commerçant, il faut tendre la carte bleue parce que sinon ça ne le fait pas. Là, ils ne comprennent pas vraiment ce que veut dire l'argent.
mais pour la plupart d'entre eux, mais en tout cas, ils comprennent qu'il faut payer. Et donc, quand ils vont faire les courses au supermarché, eh bien, effectivement, ils comprennent qu'on arrive à la caisse avec son caddie et qu'on tend... alors, effectivement, la caissière s'adresse en général à eux et elle voit qu'ils répondent rien. Et à ce moment-là, il y a un accompagnateur pas trop loin qui dit « N'insistez pas, il ne vous répondra pas. Mais par contre, on fait tout pour que... » Et puis, une fois qu'ils ont compris, les commerçants, ça se passe très bien. Et ils sont habitués et ils sont très heureux, au contraire, de pouvoir s'occuper de personnes autistes. Donc pour l'entreprise, c'est très très bien parce qu'en plus, ça crée une ambiance formidable dans l'entreprise. Ils arrivent en chantant le matin. C'est probablement les seuls. J'imagine bien. Le matin, bon, tout le monde rigole pas. Et avoir quelqu'un dont on sait que c'est quand même un grand handicapé, parce qu'un autiste sévère, c'est quand même un grand handicapé, qui arrive en chantant, et vous faites la gueule, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc ils mettent une ambiance d'enfer. Et donc, tout le monde est formidablement heureux de les avoir. En disant on fait quelque chose de bien, on participe, de positif, etc. Et ceci est vrai, notamment au niveau de l'équipe, c'est vrai au niveau de tous les représentants du personnel, qu'il faut... les syndicats sont 100% derrière nous, et enfin, je veux dire, je les remercie, mais en même temps, lorsque je leur en parle, ils disent mais c'est notre boulot de faire ça. Vous trompez pas, c'est normal. Ils savent très bien qu'ils ne vont jamais voter pour eux, puisqu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un vote à des élections professionnelles, mais ils sont tous derrière nous. Et ça, c'est unanime, quelle que soit l'obédience, si je peux dire, des représentants du personnel. Donc ça, on est soutenu à fond par les représentants du personnel, on est soutenu à fond par évidemment l'équipe de direction, et ça a un effet extrêmement bénéfique pour l'entreprise auprès de tout ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, évidemment, on nous voit d'un œil totalement différent. On devient très proche de la mairie, de la préfecture, de tous les gens, les banquiers viennent nous voir, « Ah, vous ne nous parlez pas de ça, etc. » On a même eu des remarques des vendeurs qui nous disaient « Mais la distribution a appris que... » Ils ont dit « Mais pourquoi vous en parlez peu plus ?» Alors, on ne veut pas en parler parce qu'on ne veut surtout pas que ça soit commercial. On ne veut surtout pas que ça soit une démarche commerciale. Ça n'a pas de sens d'en faire une démarche commerciale. Quand je dis on, vous savez que j'étais directeur général d'Andros, et donc c'est au titre de la direction d'Andros que je dis on. Tout à fait. Donc Andros ne voulait pas du tout que ça soit une démarche commerciale, et donc on a tout fait pour ne pas le mettre en avant de ce point de vue-là. Hein. Mais pour autant, ça se sait. Pour autant, ça se sait, et donc ça a des effets, et ça donne des effets extrêmement bénéfiques pour l'entreprise. Donc, on peut dire que même auprès de d'autres entreprises, ça peut susciter une envie de pourquoi pas tester, de mettre en place des choses similaires. J'y viendrai, mais avant d'aller là, je voudrais insister sur le fait que c'est ça qui, à terme, va changer le regard sur l'autisme. Mettez les jeunes, parce qu'on ne va pas prendre des gens au-delà de 40 ans. Alors, on les appelle les jeunes, on a peut-être tort. C'est nous, les jeunes. Non, je parle de moi, là. Et donc, les jeunes, quelqu'un qui a passé déjà 20 ans en foyer d'accueil médicalisé, je pense que c'est très, très compliqué de le faire rebasculer. Je pense que tous ceux qui, aujourd'hui, soit veulent rentrer dans la vie active, disons entre 20 et 25 ans, soit ont déjà une petite expérience, en général qui s'est mal passée, mais une petite expérience, ou pas d'expérience et se retrouvent sans rien à 30 ans, ceux-là, ils sont tout à fait dans notre cible. Hein, donc, chez nous, le plus jeune doit avoir 22 ans, le plus âgé 37 ans. Donc c'est pour vous donner les tranches. Les tranches d'âge. On essaye de viser les 20-40. Hein, alors vous allez dire, mais pourquoi les plus âgés? Parce que, vous savez, je pense que, heureusement, c'est sur les enfants qu'on fait l'effort aujourd'hui. Et plus on mettra les enfants
en inclusion dans l'école et en inclusion dans tous les actes de la vie quotidienne, plus ils seront prêts à être autonomes plus tard. Et donc, j'espère qu'il y aura moins besoin de dispositifs comme le nôtre. Enfin, actuellement, il y en a encore beaucoup besoin. Donc, j'espère que les différents gouvernements, le dernier, peut-être au moins autant que les autres, les différents gouvernements ont fait ce qu'il fallait pour mettre l'accent sur la jeunesse. Et bon, alors, n'importe qui réfléchit se dit... à quoi ça sert, à part pour la morale, de s'occuper des vieux, quoi. C'est déjà toute personne arrive un jour à des... Voilà. Alors, et j'en parle en connaissance de cause. Donc, c'est une chose importante, mais l'important, c'est que demain, le retard pris par la France dans l'emploi des personnes autistes ne se poursuive pas. Et pour faire ça, il faut d'abord commencer par la jeunesse. Vous savez qu'en France, alors les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire, je ne sais pas, mais on estime qu'environ 5% des autistes sont au travail. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Aux États-Unis, c'est probablement entre 35 et 40%. Il doit y avoir une raison pour ça. Alors, je ne vais pas broder sur les raisons, parce que ça amènera à réfléchir à comment on a pris en charge l'autisme en France au démarrage, dans l'après-guerre. Puisque, bien sûr, dans les années 45, dans les années 50. 45, et toute l'influence qu'a pu avoir certaines formes de psychanalyse sur tout ça. Je crois que c'est plus le sujet, c'est un débat qui a été battu, rebattu, etc. Il y a des avis de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui, et il y a surtout de nouvelles études qui montrent que justement le travail est une thérapie. Il y a un très beau livre de M. Ougourlian, le professeur Ougourlian, qui dit le travail qui guérit. Donc c'est clair que c'est une chose très essentielle. Et comment vous voyez alors les choses, c'est-à-dire que là ils sont intégrés, donc ce sont des autistes sévères. Est-ce que l'entreprise, donc Andros par exemple, s'est dit bah tiens, il y a peut-être aussi des autistes de spectre un peu plus haut qu'on pourrait intégrer dans des fonctions support, si tant est qu'on mette l'accompagnement adapté qui va bien avec. Est-ce que ça a donné aussi envie d'augmenter un petit peu l'inclusion ou pas? Alors bien sûr que ça donne envie, et bien sûr qu'à titre personnel ça m'intéresse, et que je m'y intéresse et que j'espère trouver des solutions. Elles ne sont pas si simples. Elles ne sont pas si simples, car ce qui fait... car les autistes dits à haut potentiel ont les mêmes problèmes que les autistes... D'intégration aussi. Les mêmes problèmes d'intégration, les mêmes problèmes de difficulté à vivre dans notre société. Et donc, on croit parce qu'ils parlent bien, on croit parce qu'ils sont intelligents, on croit parce qu'ils ont des diplômes, qui sont tout à fait capables de vivre comme nous. Eh ben, c'est pas vrai. Eh ben, c'est pas vrai. Disons que les difficultés sont cachées, sont invisibles. Les difficultés sont moins visibles, mais elles leur explosent à la figure, parce que sinon, il n'y aurait pas tous ces problèmes au niveau de l'emploi. On connaît les mêmes personnes autistes qui ont été diagnostiquées sur le tard, et qui tout d'un coup n'arrivaient plus à vivre dans notre société, alors que c'est des gens remarquablement intelligents et qui ne pouvaient plus s'adapter. Alors, je vais parler d'une seule personne. Tiens, je vais parler de Steph Bonovoyer, qui est quand même un des esprits les plus brillants que l'on connaisse. Bah, Steph, elle peut pas, je vais prendre cette anecdote qu'elle raconte elle-même, qu'elle ne peut pas rentrer dans une pièce rouge. Donc, si vous voulez, c'est la preuve aussi que, quel que soit le niveau, Steph fait des discours formidables, très haut niveau, écrit des choses formidables, fait des actions formidables, et en même temps, elle est très autiste, et si elle n'a pas sa sœur qui lui sert de coach pour l'accompagner dans les moments critiques, elle peut se retrouver en très mauvaise situation, et psychologique elle-même. Donc, je parle de Steph, mais vous connaissez plein d'autres personnes qui ont des gros problèmes de fonctionnement,
malgré leur cerveau exceptionnel. D'où la pièce maîtresse de l'accompagnement, du coaching. Alors, c'est là, voilà. On est sur le coaching, puisqu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement comme les autistes sévères, mais effectivement, le coaching joue un rôle très important pour eux, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux entreprises. Ce qu'il faut faire comprendre aux entreprises, les entreprises, elles sont d'accord pour accompagner des autistes, il n'y a aucun problème. Je le constate à chaque fois, elles ont envie de faire des choses, elles ont envie de donner du sens. Enfin, je veux dire, le mouvement poussé par la jeunesse, d'ailleurs. Poussé par la jeunesse. Les actions RSE, la valorisation, etc. Tout ça se fera. Maintenant, le problème, c'est comment on fait. Et comment on fait, et donc, comment accompagne-t-on les entreprises? Parce qu'on parle de l'accompagnement des autistes. Mais c'est pas... Le vrai sujet, c'est l'accompagnement des entreprises. Car si on ne les accompagne pas, ils vont traiter l'autiste de haut niveau comme ils traitent les autres. L'autiste de haut niveau va même peut-être pouvoir passer l'interview d'embauche. Sachant que l'interview d'embauche, c'est un truc qui n'est pas fait pour un autiste, quel que soit son niveau. Il va peut-être pouvoir passer l'interview d'embauche. Et après, ils vont le traiter comme un travailleur ordinaire. Ils vont lui donner un emplacement de bureau où il y a des gens qui passent derrière en permanence. Avec les lumières, les néons, etc. Tous les trucs qui vont faire qu'il ne va pas pouvoir travailler. Donc, si vous voulez, c'est vraiment l'accompagnement de l'entreprise qu'il faut faire. Alors, tout le monde y pense, tout le monde y travaille de façon à ce que ça soit de mieux en mieux fait. Mais il n'y a pas encore de systématique dans cette approche. Et je crois justement que le travail que doivent faire les acteurs, auquel moi j'essaye de participer à mon niveau, à mon petit niveau devrais-je dire, c'est comment on fait pour rendre les entreprises accueillantes pour les autistes. Et c'est pas qu'ils veuillent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Comment faire. Ils ne savent pas. Vous savez, quand et dans les pistes, d'un point de vue un peu méthodologique, qu'est-ce qu'on pourrait dresser comme première chose à faire? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Quelles sont les clés Écoutez, si j'avais les réponses à tout ça, je vous les donnerais avec grand plaisir. Je sais faire pour les autistes sévères. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Je pense qu'effectivement, quand je vais trouver une entreprise en leur disant pourquoi vous n'engageriez pas dans votre usine, vous avez tout à y gagner, vous allez voir, l'effet est extraordinaire. En général, on me dit oui. On me dit oui, je suis convaincu, d'accord. Mais comment on fait? Ils me disent tous, je veux bien le faire, mais alors, je fais quoi? Est-ce que c'est moi qui vais recruter les accompagnants des autistes? J'ai aucune compétence pour le faire. Alors comment va-t-on faire? Est-ce que c'est moi qui vais aller trouver le conseil départemental et l'ARS pour leur demander du financement? C'est pas des gens avec lesquels je suis en contact habituellement sur ce genre de sujet. Avec le CD, les entreprises sont en contact avec leurs conseils départementaux, mais bon, de toute façon, sur ce sujet-là, ils savent pas du tout faire. Et comment ça va se passer? Et comment on va les embaucher? Comment on va faire la période d'essai, etc. Il se trouve que nous, on a mis au point un dispositif. Donc on leur dit, écoutez, bougez pas, on va tout faire pour vous. Donc, en faisant tout pour eux, ils nous disent oui. Et donc, on a mis au point un dispositif d'essaimage extrêmement précis et dans lequel on fonctionne non pas en accompagnant nous-mêmes, mais en trouvant des partenaires compétents en autisme et qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Il y en a de plus en plus parce que, comme on parle de nous et que tout le monde dit que c'est intéressant, assez logiquement, il y a beaucoup d'associations qui sont aujourd'hui prêtes à dire oui, on aimerait bien faire une expérience. Essayer, en tous les cas. Essayer, voilà, sachant que nous, on s'engage à les accompagner. Et qu'en l'échange, on leur dit oui, mais vous faites comme nous, on a fait à Ono, et donc on passe un espèce de petit contrat entre nous qui fait que ils s'engagent à faire un peu comme nous, et nous, on s'engage à les aider à faire comme nous et à appliquer notre... On a un grand mot qui est méthodologie, mais quelque part, c'est ça, quand même. Et combien d'accompagnateurs sont nécessaires pour un autiste? Alors, notre taux d'accompagnement est de 0,66. C'est-à-dire, grosso modo, on a 8 accompagnants tout
compris, nuit, jour, boulot, etc. 8 accompagnements pour 12 autistes. D'accord. Ce qui est inférieur à la moyenne en général, puisqu'on est... si vous allez en foyer d'accueil médicalisé, de toute façon, c'est entre 2 et 2,5. Voilà, c'est exactement... donc effectivement, c'est un système... Alors, toute proportion gardée, parce que nous, on ne garde pas les jeunes le week-end, on les renvoie en famille. Oui. Donc c'est un peu différent. Alors tout le monde me dit, oui, mais après, oui, mais ceci, oui, mais cela. Quand vous allez chercher un boulot, est-ce que la première question que vous vous posez quand vous l'avez trouvé, c'est oui, mais après? Pourquoi eux, on serait différents? Tout à fait. Eux, c'est un parcours. On leur donne un parcours. Et moi, mon objectif, c'est pas de les garder à vie. Mon objectif, justement, c'est de tellement les former à l'autonomie, qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent avoir à terme un appartement avec certainement moins d'accompagnement, type habitat inclusif, et qu'ils puissent aussi aller tout seuls à l'usine et se débrouiller sans accompagnement majeur. Et c'est un objectif dont je sais que certains d'entre eux y arriveront. Alors peut-être pas tous, peut-être pas à tous les moments, mais nous préparons l'après. Parce qu'il faut préparer l'après, donc on prépare la logique de l'habitat inclusif après, et la logique d'un accompagnement beaucoup plus léger. Ce qui fait que ces autistes non seulement coûtent moins cher aujourd'hui, mais ils coûteront beaucoup moins cher demain. Même après. Et c'est un objectif. Tout à fait. C'est un objectif. Un cercle vertueux pour la société. Pour tout le monde. Et d'autre part, s'ils sont autonomes, ils s'intégreront beaucoup plus facilement à la société. Il faut évidemment continuer après à avoir un contact avec eux pour si ils ont des choses qui les font flipper, il faut pouvoir... Et là, on s'approche de la notion de job coach, qui est une très bonne notion pour... vous avez parlé tout à l'heure avec Auticonsult, que je connais très bien. Ils ont des job coachs, parce que ça, ils ont bien compris que pour faire travailler des individus remarquablement intelligents, il fallait quand même avoir des job coachs. Et le job coach s'applique très bien. Un job coach, c'est quelqu'un qui va aider l'autiste à régler ses problèmes, non seulement, et ce qu'il faut, c'est que ça soit non seulement dans la vie professionnelle, mais dans la vie tout court. Car la vie, c'est un tout. Vous savez, avant, à un moment, on a parlé de qualité de vie au travail. Vous avez entendu parler de la QVT. Vous savez que la QVT, aujourd'hui, est remplacée par la QVG, la qualité de vie globale. Parce on s'est aperçu, mais on ne l'a pas fait avant, c'est comme absolument prodigieux, qu'on ne s'en soit pas aperçu avant, que quand ça se passait mal à la maison, ça se passait mal au boulot. Vous avez remarqué ce détail? Que quand on n'est pas bien à la maison, eh ben, on n'est pas bien au boulot non plus. Parce que... c'est un tout. Une personne est un tout. Donc, un autiste, c'est un tout. C'est une personne avant d'être un autiste. C'est une personne qui a des caractéristiques liées à son handicap et à ses troubles du spectre autistique. Il faut donc la considérer comme un tout. Donc le problème, c'est pas de s'occuper et de dire comment l'entreprise, machin, patin couffin, c'est comment on fait pour que l'autiste de haut niveau soit bien. Parce que s'il est bien, il va donner le meilleur de lui-même, et le meilleur de lui-même dans un autiste de haut niveau, quand ça va vraiment très haut, ça donne Albert Einstein. Et donc, ils sont capables d'être formidablement innovants dans leur travail, formidablement efficaces, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour qu'ils soient bien. C'est la seule question posée. Et donc là, la réponse est un peu plus complexe. Parce que structurellement, déjà, nous, ce qu'on a fait, ça répondait à rien. C'est un produit qui alors, on lui a donné une apparence légale avec l'aide des pouvoirs publics, que je remercie de nous avoir aidés à faire ça. Mais effectivement, on ne répond à aucune définition du Code de la santé des familles. Et le Code de la santé des familles n'a pas défini qu'on puisse avoir un modèle un peu hybride, finalement. Et donc un modèle hybride qui prenne en charge tant les gens dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Et on fait, qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui? Vaut mieux le faire que de ne rien faire. On fait l'emploi accompagné et l'habitat inclusif, qui sont deux équipes complètement différentes qui vont s'occuper de la même personne. Et je ne veux pas dire, mais c'est un peu con.
Donc voilà, c'est mon avis. Alors après, je dis pas que c'est pas bien. Je crois que l'habitat inclusif c'est très bien. Je crois que l'emploi accompagné c'est très bien. Je crois que les deux. Mais je crois qu'il faut la mixité des deux. Il faut la mixité des deux. Ça peut être encore mieux. Et trouver donc la façon de gérer cette mixité. Qui la gère, comment, quelle est l'intervention des pouvoirs publics, quelle est l'intervention des entreprises. Parce que les entreprises, on va leur dire, vous allez faire travailler des personnes avec autisme. C'est pas à eux de les accompagner. C'est pas aux entreprises d'assumer ce rôle-là. Ce rôle-là. Tout simplement parce que comment pourrait-elle être compétente ? On ne peut pas demander à une entreprise d'être compétente en accompagnement d'autisme. Alors, il faut créer une école et il faut rembourser les frais de formation des gens de l'interne dans les entreprises. C'est une piste d'ailleurs pour qu'ils deviennient compétents. Mais c'est pas leur rôle, n'empêche. Même si c'est pas leur rôle. Donc ça reste là, il y a vraiment une vraie réflexion à mener. D'ailleurs, c'est une réflexion qui démarre sur comment pourrait-on faire pour qu'il y ait un accompagnement holistique de la personne qui n'est pas plus autiste dans le boulot que dans la vie quotidienne, qui peut avoir des problèmes à tout moment. C'est sûr. Et les uns rejaillissant sur les autres. Tout à fait. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans cette dynamique de société inclusive, etc., que ces questions sont de plus en plus portées, non pas au niveau de la mission handicap, mais de la responsabilité sociale et de l'entreprise. Et on a tendance à dire, mais là je veux bien votre point de vue, que ces questions doivent, pour vraiment réussir à s'intégrer par capillarité dans tous les services d'une entreprise, eh bien être portées au niveau de la direction générale. Et à ce moment-là, les choses peuvent se décliner. Alors mon avis, c'est que ça peut être porté par n'importe qui à l'intérieur de l'entreprise, mais qu'au bout d'un certain temps, il faut que ça soit porté par tout le monde. Donc, et pour que ce soit je pense que ça peut être. Nous, on a des exemples où c'est un directeur d'usine qui porte le truc et qui dit moi j'ai envie de faire ça et je vais aller vendre ça à ma direction. Donc, vous pouvez avoir l'effet d'un directeur d'usine. Alors, évidemment. L'ouvrier de base qui arrive et qui dit « moi je voudrais faire ça », mais l'ouvrier de base a un rôle essentiel dans le bon accueil des autistes, dans le fait qu'il ait envie de leur sourire, d'être avec eux, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'ouvrier de base. Tout le monde joue un rôle, des rôles complémentaires, mais dans une entreprise, enfin, en tout cas tel que je la conçois, chacun a un rôle essentiel. Et les ouvriers font autant la richesse de l'entreprise que le patron et les cadres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on le sait parce que, et s'ils sont bien traités, motivés, etc., et s'ils ont en plus une mission qui donne un sens à leur boulot, et accompagner des autistes, c'est encore mieux. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Hein? Alors ça ne répond pas tout à fait à l'histoire de l'accompagnement des autistes de haut niveau, mais je ne pense pas que ça soit une histoire de direction générale. Je pense que si la direction générale ne veut pas, évidemment, ça sera c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, ils veulent tous. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le comment. Comment on fait pour que, parce que moi, je ne suis pas là, moi j'ai besoin de garder ma productivité, etc. La réponse, quand on veut me dire non, on me dit « Ah, vous savez, on a des objectifs formidables cette année, ça va être très difficile, vous comprenez bien, on va se lancer dans une aventure pareille. » Ça veut dire non. Ça veut dire « j'en veux pas ». Bon, il y a des gens qui répondent comme ça. Il y en a très peu, à vrai dire. Mais je l'ai eu, cette réponse, donc je ne veux pas vous dire qu'elle n'existe pas. Et il y en a de moins en moins. Mais maintenant, ils disent, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais comment on fait? Vous me dites qu'ils sont productifs, vous me dites que, etc. Comment on fait pour qu'ils le soient? Donc, venez nous aider à faire que tout ça soit une opération gagnant-gagnant, gagnant pour eux, gagnant pour la société et gagnant pour l'entreprise. Parce qu'ils ne le feront pas si ce n'est pas gagnant pour l'entreprise. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est que son entreprise fonctionne. Est-ce qu'il y a un essaimage déjà qui a été réalisé? Alors, il y a déjà un essaimage, il y en a plusieurs, puisqu'on a 10 projets en cours. On a 10 projets en cours. Alors, j'aime pas parler des projets avant, mais enfin, je peux parler de L'Oréal, où il y a déjà, des
des adultes autistes dans les usines de L'Oréal, et L'Oréal nous a suivis avec un enthousiasme formidable à tous les niveaux de la structure, et je ne peux que les remercier de leur implication, parce que l'implication, et notamment au niveau des directeurs d'usine, est exceptionnelle. Eh ben, ça va être super pour l'objectif 2021, de poursuivre cet essaimage à grande échelle. Et donc, je vous dis, on a 10 projets. J'avais tendance à dire, en bon industriel que j'ai toujours été, on a fait un prototype. Oui. Le prototype, il s'avère que tout le monde dit « Ah, il est beau votre prototype, il plaît à tout le monde ». C'est comme quand on fait un nouveau produit. Hein. Un nouveau produit, on fait un truc. « Ah, dis donc, c'est drôlement bien ». Alors nous, moi j'étais dans l'agroalimentaire, c'est bon, on a envie d'un produit comme ça, etc. Donc bon, puis une fois qu'on a fait le prototype, hein, on fait une pré-série, hein, on commence à essayer de le fabriquer, c'est ce qu'on fait là actuellement, on fait notre pré-série. On a, comme à chaque fois, dans toute pré-série, il faut résoudre des problèmes, mais bon, il y a des problèmes, ça ne se fait pas tout seul, on résout les problèmes, et ensuite, on va faire une grande série, parce que moi, mon objectif, c'est que le plus possible, nous ne sommes pas la seule solution pour les autistes sévères, il y en a d'autres, mais on en est une en tout cas. Et donc, à chaque fois qu'on pourra la diffuser, ça sera bon pour la population des autistes, et ça sera bon pour tout le monde, car effectivement, l'inclusion de toutes les minorités, toutes les minorités, est riche à tout point de vue. Donc, alors là, c'est quasiment un point de vue politique, mais moi je fais pas de politique, c'est pas mon truc, mais ce que je sais, c'est que je vois que toutes les sociétés qui se sont construites à travers la mixité. Et donc c'est la mixité qui rend la vie en société beaucoup société plus prolixe et intéressante. Et puis beaucoup plus riche, voilà, surtout, beaucoup plus riche, non seulement pour les gens, mais beaucoup plus riche pour l'ensemble de la société et qui progresse plus vite. Ouais. Donc, on a une minorité, puisque la population autistique est une minorité, 1% de la population, dont on ne savait pas comment les intégrer, etc. Ben, à chaque fois qu'on pourra les intégrer, formidable. Ça fera progresser tout le monde. C'est ce qu'on va espérer en tous les cas pour l'avenir. En tout cas, merci beaucoup Jean-François. Merci à vous. Et à très bientôt sur une prochaine émission.